j'espère que vous allez bien. J'essaye quelques vidéos pour que ce soit un peu plus interactif. Je suis désolée, certains d'entre vous me l'ont demandé d'essayer de faire des classes virtuelles en ligne. Dans les conditions à la maison, c'est absolument pas possible. Donc voilà, j'essaye de la vidéo que vous pourrez regarder quand vous voudrez, juste pour que je puisse donner plus d'explications que par l'écrit, et puis que j'entends bien que ce soit un peu plus facile d'abord. Alors du coup, première chose pour la semaine qui arrive, je voulais parler de cette activité 5 qui va vous attendre pour continuer l'atelier de lecture sur La mort du roi de Sangor de Laurent Godet. Vous avez bien vu qu'avec les activités la semaine dernière, vous avez commencé à travailler tout ça, que c'est un roman que vous êtes censé avoir lu dans son intégralité, qu'il faut simplement, comme pour les autres œuvres qu'on a au programme, reprendre ce qui est absolument essentiel à dire et à retenir à son sujet. Donc je vous ai fait travailler sur l'Inkipit et vous allez trouver dans la pièce jointe que je vous enverrai les éléments de corrigé de l'activité 3, donc les questions que j'avais posées sur précisément cet extrait qui ouvrait le roman. Donc on se replace dans ce contexte-là, on découvre dès la première page une antiquité qui est imaginaire parce qu'on a des références à des nomades, on a des références à un palais, on a des références à un roi, on voit qu'il y a des anciens métiers comme des porteurs qui seraient plutôt de l'ordre de l'Antiquité, et puis sur la fin du texte de l'Inkipit, il y avait ces offrandes qui étaient faites à Saminia, offrandes de fleurs, offrandes de bijoux, offrandes d'épices, caractéristiques d'un univers antique. On voit aussi qu'on est dans une Afrique imaginaire, c'est-à-dire que si vous aviez cherché tous ces noms propres dans Google, vous ne les trouviez pas. Par contre, l'auteur a effectivement fait des recherches sur l'univers africain au sens large. Il a cherché aussi bien Afrique du Nord que Afrique subsaharienne, et il a créé cet univers-là. Alors on trouve tous les éléments sur le désert qui nous font penser au Sahara, et puis des noms propres de villes ou de personnages qui eux aussi renvoient à cette Afrique. Donc une antiquité imaginaire, une Afrique imaginaire pour placer ce cadre du mariage de la princesse Samilia, pour lequel tout le monde est en train de s'activer dans la ville de Masaba avec beaucoup d'effervescence. On a donc un univers aussi qui est proche du conte, l'idée d'un mariage princier, une princesse, un beau prince qui va arriver, l'idée d'un mariage somptueux avec toutes les références qui sont faites dans les préparatifs. Donc forcément, ça nous renvoie un petit peu à l'image du conte. Mais il y avait ce problème qu'on pressentait déjà, d'un mariage qui n'allait pas pouvoir bien fonctionner, dans le sens où déjà, on commence le livre par le mariage. Et si on est dans l'univers du conte, c'est ce qui devrait arriver à la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc déjà, il y a un problème d'avoir placé ce mariage au tout début de l'œuvre. Du coup, l'autre problème, c'est l'effervescence de la ville. On voit bien que tout est trop excessif. Il y a beaucoup trop de monde que ça intéresse, beaucoup trop de monde qui se déplace, beaucoup trop de nomades qui viennent aux portes de Masaba. Les travaux entrepris, on semble avoir perdu la raison puisqu'il a fallu modifier la ville, rajouter des fontaines décorées absolument de partout. Les cadeaux qui sont offerts à la princesse aussi, on parle de montagne, il y a un excès de cadeaux. Et donc toutes ces caractéristiques de l'excès, de la démesure, nous emmènent en fait sur le chemin du tragique. Et de l'idée que dans le tragique, il y a toujours des fautes commises par les personnages, toujours un excès commis par les personnages, qui fait que le destin va ensuite s'acharner contre eux. Donc on est dans cette situation-là avec l'Inkipit. D'accord ? Dans la suite, dans les pages qui suivent, on a donc la Katabolonga, le serviteur du roi de Sangor, qui a ce pressentiment du fait qu'il devra tuer le roi de Sangor ce jour-là. Il s'agit d'une ancienne promesse entre eux, lorsque le roi de Sangor avait ravagé le peuple de Katabolonga, qu'il en avait été le seul survivant. Il avait fait promettre de pouvoir posséder la mort du roi de Sangor. Et de Sangor qui effectivement était dégoûté par les massacres qu'il avait perpétrés pendant des années, des dizaines d'années, parce qu'on nous parle d'un roi conquérant qui a conquis tout le continent et qui a été extrêmement sanguinaire. Face à cet homme, face à ce Katabolonga qui ose lui demander ça, il l'avait accepté. Donc, en ce jour qui devrait être un jour de mariage, de préparatif de mariage, Katabolonga sait qu'il s'agira également de la mort de son meilleur ami, le roi de Sangor. Dans ce contexte-là,
on se dit qu'il va y avoir un problème et il n'arrive pas encore. Donc en termes de schéma narratif, on est dans un état là au début qui est un peu ambigu. On sent qu'il va y avoir un problème, mais le problème n'est pas arrivé. Le problème, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur, et de fait, il arrive quand Sangokerim va se présenter à la ville. Je vous rappelle que la princesse Samilia devait se marier avec Kwam, le prince des terres du sel. On ne sait pas exactement où c'est, mais en tous les cas, ça a l'air d'être un prince assez glorieux pour mériter la princesse Samilia, fille du plus grand roi que cette terre n'a jamais connu. Donc on attendait Kwam, sauf qu'à la place de cet homme qui devait se présenter, c'est un autre jeune homme qui arrive, donc Sangokerim, qui n'est pas reconnu immédiatement par le roi de Sangor, mais assez rapidement quand il se présente comme Sangokerim, parce qu'il était un enfant adoptif de la famille. Il a été élevé avec les autres enfants du clan de Sangor, et donc le roi est extrêmement heureux de le retrouver. Sauf que ce bonheur va être de très courte durée, puisqu'il vient réclamer la main de Samilia. Il savait qu'elle allait se marier, et il veut qu'elle se marie non pas avec Kwam, mais avec lui. Donc c'est là l'élément perturbateur, ce retour de ce jeune homme. Il se trouve que quand ils étaient enfants, Samilia et Sangokerim avaient vraisemblablement fait un serment de se marier dès lors que lui, le fils adoptif, serait devenu quelqu'un, puisqu'il n'avait pas d'héritage, pas de terre, pas de pouvoir comme les fils légitimes de Tsongor. Il attendait donc d'être devenu quelqu'un. Ce qui fait qu'à l'adolescence, il était parti du palais en disant qu'il reviendrait quand il serait devenu un homme. Il revient, il est à la tête d'une armée de nomades qui s'est installée sur les collines en haut de Masaba, et d'une armée qui est considérable. Preuve de sa réussite, preuve qu'il est devenu un chef, et qu'il est devenu un chef à l'égal de ce qu'a pu être un Tsongor. Donc il peut mériter la main de Samilia, et c'est pour ça qu'il ose venir la réclamer avant qu'elle soit effectivement mariée avec Kwam. Donc voilà, ça c'est pour retracer un petit peu ce qui se passe dans le chapitre 1. Ce chapitre 1, il s'appelait La nuit blanche du roi de Sangor. D'accord, la grande nuit blanche d'ailleurs. Et il se trouve que cette nuit blanche, ce titre du chapitre, arrive juste après l'arrivée de Sangokerim, puisque Tsongor se retrouve face à un dilemme tragique, au sens où, quoi qu'il arrive, la résolution du dilemme se passera mal. Il doit choisir entre respecter son engagement envers Kwam, le prince qu'il a choisi pour sa fille, et respecter la promesse que sa fille a faite dans l'enfance à Sangokerim, qui est aussi un jeune homme qui l'aime et qui l'a beaucoup aimé pendant qu'il l'a élevé dans son palais. Donc il se retrouve face à ces deux jeunes hommes qui arrivent chacun avec une armée, et ça pose forcément un problème qui est quasiment impossible à résoudre. D'où le fait qu'on en arrive à cette idée d'une nuit blanche où il va prendre le temps de la réflexion pour savoir quoi décider et quelle serait, dans cette situation inextricable, la meilleure solution. D'accord? Donc c'est là que je vous ai glissé, alors d'une part dans le polycopier que vous trouverez, un résumé de tout ce que je viens de vous dire à l'écrit, pour pouvoir le réavoir sous les yeux, que j'ai pris sur internet, hein, j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'ai trouvé un résumé de qualité. Et puis après, je vous ai remis deux extraits clés que j'aurais montré dans un diaporama si on avait pu faire l'atelier de lecture comme j'aurais voulu. Un premier extrait où il y a une conversation entre le roi de Sangor et Katabolanga sur justement cette délibération qu'il a pendant sa nuit blanche, et puis un deuxième extrait qui est vraiment le moment de la mort du roi de Sangor, puisque c'est le titre également du roman, et que c'est un élément qui va être déterminant pour toute la suite du roman. Donc voilà, vous travaillez sur les deux extraits en ayant en arrière-plan le contexte de tout le chapitre, voire de tout le livre, et vous me répondrez aux 6 questions que j'ai posées pour cette semaine. Bon courage à vous, et s'il y a quoi que ce soit, des questions, des incompréhensions, pensez à les envoyer par mail sur mon mail académique de préférence, karine.vial@ac-ex-marseille.fr. Bon courage!